La République de Platon, livre 4e, suite. Eh bien, Glaucon, il nous faut maintenant, comme des chasseurs, nous poster en cercle autour du fourré et prendre garde que la justice ne s'enfuit et ne s'évanouisse à nos yeux. Il est clair en effet qu'elle est quelque part ici. Regarde donc, applique-toi à la chercher, tu la verras peut-être le premier et tu me la montreras. Je le voudrais bien. Mais plutôt, si tu me prends comme un suivant capable de discerner ce qu'on lui signale, feras-tu très sage usage de mes forces. Suis donc après avoir prié avec moi. Je suivrai, dit-il, conduis-moi seulement. Certes, repris-je, l'endroit est couvert et d'accès pénible, il est obscur et difficile à battre. Cependant, il faut avancer. Oui, il faut avancer. Alors, après avoir regardé, « Oh, oh, Glaucon, m'écriai-je, il y a chance que nous soyons sur la bonne trace. Je crois que le gibier ne nous échappera pas. » Bonne nouvelle, dit-il. En vérité, nous n'étions guère clairvoyants. Comment? Il y a longtemps, bienheureux homme, depuis le début de cet entretien, que l'objet de notre recherche semble se rouler à nos pieds, et nous ne l'avons pas vu, grand sot que nous sommes. Comme les personnes qui cherchent parfois ce qu'elles tiennent entre leurs mains, au lieu de regarder ce qui s'est trouvé devant nous, nous examinions un point lointain. C'est peut-être pourquoi notre objet nous a échappé. « Comment l'entends-tu » demanda-t-il. « Voici, répondis-je, je crois que d'une certaine manière nous parlons depuis longtemps de la justice sans nous en rendre compte. » Long préambule, dit-il, pour qui désire écouter. Eh bien, repris-je, écoute si j'ai raison. Le principe que nous avons posé au début, lorsque nous fondions la cité, comme devant toujours être observé, ce principe ou l'une de ses formes est, ce me semble, la justice. Or, nous posions, et nous avons souvent répété, si tu t'en souviens, que chacun ne doit s'occuper dans la cité que d'une seule tâche, celle pour laquelle il est le mieux doué par nature. Oui, nous le disions. Mais que la justice consiste à faire son propre travail et à ne point se mêler de celui d'autrui, nous l'avons entendu dire à beaucoup d'autres, et nous-mêmes souvent l'avons dit. Nous l'avons dit en effet. Ainsi donc, poursuivis-je, ce principe qui ordonne à chacun de remplir sa propre fonction pourrait bien être en quelque manière la justice. Sais-tu d'où je tire cette conjecture ? Non, avoua-t-il, dis-le. Je crois que dans la cité, le complément des vertus que nous avons examinées, tempérance, courage et sagesse, est cet élément qui leur a donné à toutes le pouvoir de naître, et après leur naissance les sauvegarde tant qu'il est présent. Or nous avons dit que la justice serait le complément des vertus cherchées si nous trouvions les trois autres. Nécessairement. Cependant, repris-je, s'il fallait décider quelle est celle de ces vertus qui par sa présence contribue surtout à la perfection de la cité, il serait difficile de dire si c'est la conformité d'opinion entre les gouvernants et les gouvernés, la sauvegarde chez les guerriers de l'opinion légitime concernant les choses qui sont ou ne sont pas à craindre, la sagesse et la vigilance chez les chefs, ou bien si ce qui contribue surtout à cette perfection, c'est la présence chez l'enfant, la femme, l'esclave, l'homme libre, l'artisan, le gouvernant et le gouverné, de cette vertu par laquelle chacun s'occupe de sa propre tâche et ne se mêle point de celle d'autrui. Ce serait difficile à décider, dit-il. Et comment non ? Ainsi la force qui contient chaque citoyen dans les limites de sa propre tâche concourt pour la vertu d'une cité, avec la sagesse, la tempérance et le courage de cette cité. Certainement. Mais ne diras-tu pas que la justice est cette force qui concourt avec les autres à la vertu d'une cité ? Si, assurément. Examine maintenant la question de la façon suivante, pour voir si ton avis restera le même.
Chargeras-tu les chefs de juger les procès? Sans doute. Et se proposeront-ils, ce faisant, une autre fin que celle-ci, empêcher que chaque partie ait les biens de l'autre ou soit privée des siens? Non, aucune autre fin. Parce que cela est juste, oui. Et par là, on reconnaîtra que la justice consiste à ne détenir que les biens qui nous appartiennent en propre et à n'exercer que notre propre fonction. C'est cela. Dès lors, vois si tu penses comme moi. Qu'un charpentier entreprenne d'exercer le métier de cordonnier, ou un cordonnier celui de charpentier, et qu'ils fassent échange de leurs outils ou de leurs salaires respectifs, ou bien qu'un même homme tente d'exercer ces deux métiers, et que tous les autres changements possibles, sauf celui que je vais dire, se produisent, crois-tu que cela puisse nuire grandement à la cité? Je ne le crois pas du tout, répondit-il. Par contre, quand un homme que la nature destine à être artisan ou à occuper quelque autre emploi lucratif, exalté par sa richesse, le grand nombre de ses relations, sa force ou un autre avantage semblable, tente de s'élever au rang de guerrier, ou un guerrier au rang de chef et de gardien dont il est indigne, quand ce sont ceux-là qui font échange de leurs instruments et de leurs privilèges respectifs, ou quand un même homme essaie de remplir toutes ses fonctions à la fois, alors tu crois avec moi, je pense, que ce changement et cette confusion entraînent la ruine de la cité. Parfaitement. La confusion et la mutation de ces trois classes entre elles constituent donc pour la cité le dommage suprême, et c'est à très bon droit qu'on appellerait ce désordre le plus grand des méfaits. Certainement. Or, le plus grand méfait que l'on puisse commettre à l'égard de sa propre cité, ne diras-tu pas que c'est l'injustice? Comment non? C'est donc en cela que consiste l'injustice. Voici maintenant la réciproque. Quand la classe des hommes d'affaires, celle des auxiliaires et celle des gardiens exercent chacune sa propre fonction et ne s'occupe que de cette fonction, n'est-ce pas le contraire de l'injustice et ce qui rend la cité juste? Il me semble, avoua-t-il, qu'il ne peut en être autrement. Ne l'affirmons pas encore, repris-je en toute certitude, mais si nous reconnaissons que cette conception, appliquée à chaque homme en particulier, est là aussi la justice, alors nous lui donnerons notre assentiment. Aussi bien que dire de plus? Sinon, nous ferons porter notre examen sur autre chose. Pour le moment, parachevons cette enquête qui, pensions-nous, devait nous permettre de voir plus aisément la justice dans l'homme, si nous tentions d'abord de la contempler dans l'un des sujets plus grands qui la possèdent. Or il nous a paru que ce sujet était la cité. Nous en avons donc fondé une aussi parfaite que possible, sachant bien que la justice se trouverait dans la bonne cité. Ce que nous y avons découvert, transportons-le maintenant dans l'individu, et s'il est reconnu que c'est la justice, tant mieux. Mais s'il apparaît que la justice est autre chose dans l'individu, nous reviendrons à la cité pour éprouver cela. Peut-être que, comparant ces conceptions et les frottant l'une contre l'autre, nous en ferons jaillir la justice comme le feu des éléments d'un briquet. Puis, quand elle sera devenue pour nous manifeste, nous la fixerons en nos âmes. Ta proposition est méthodique, dit-il, c'est ainsi qu'il faut procéder. Eh bien, repris-je, lorsque deux choses, l'une plus grande, l'autre plus petite, sont appelées du même nom, sont-elles dissemblables en tant qu'appelées du même nom ou semblables? Semblables. Donc l'homme juste en tant que juste ne différera point de la cité, mais il lui sera semblable. Oui. Mais la cité nous apparaît juste quand chacune de ces trois parties s'occupait de sa propre tâche. Tempérante d'autre part, courageuse et sage par les dispositions et les qualités de ces mêmes parties. C'est vrai, dit-il. Par suite, mon ami, nous estimerons pareillement que l'individu, si son âme renferme ces mêmes parties, mérite, en vertu des mêmes dispositions, les mêmes noms que la cité. C'est de toute nécessité. Nous voilà donc tombés, merveilleux hommes, sur une question insignifiante
concernant l'âme, savoir si elle a ou n'a pas en elle ces trois parties. Je ne crois pas du tout qu'elle soit insignifiante, observa-t-il, car peut-être Socrate, le proverbe a raison de dire que les belles choses sont difficiles. Il paraît, repris-je. Mais sache bien, Glaucon, quelle est mon opinion. Par les méthodes dont nous nous servons dans la présente discussion, nous n'atteindrons jamais exactement l'objet de notre recherche. C'est une autre route en effet plus longue et plus compliquée qui y mène. Peut-être cependant arriverons-nous à des résultats dignes de ce que nous avons dit et examiné jusqu'ici. Ne faut-il pas s'en contenter, demanda-t-il. Pour moi, cela me suffirait en ce moment. Mais certes, répondis-je, cela me suffira pleinement à moi aussi. Ne te décourage donc pas, reprit-il, examine. N'y a-t-il pas grande nécessité de convenir qu'en chacun de nous se trouvent les mêmes formes et les mêmes caractères que l'on a cités? Aussi bien n'est-ce point d'ailleurs qu'ils viennent à cette dernière? Il serait en effet ridicule de penser que le caractère irascible de certaines cités n'a pas son origine dans les particuliers qui ont la réputation de la posséder, comme les Thraces, les Scythes et presque tous les peuples du Nord. Ou qu'il n'en est pas de même pour l'amour du savoir que l'on pourrait principalement attribuer aux habitants de notre pays, ou pour l'amour des richesses qu'on prêterait surtout aux Phéniciens et aux Égyptiens. Certainement. Cela se passe ainsi, repris-je, et n'est pas difficile à comprendre. Non, assurément. Mais il sera plus difficile de décider si c'est par le même élément que nous accomplissons chacune de nos actions ou telle action par tel des trois éléments. Si nous comprenons par l'un, nous irritons par l'autre, désirons par un troisième les plaisirs de la nourriture, de la reproduction et tous ceux de même famille, ou bien si l'âme tout entière intervient dans chacune de ces opérations quand nous sommes portés à les accomplir. Voilà ce qui sera difficile à déterminer de manière satisfaisante. Je le crois aussi, dit-il.